Ce qu'on constate sur la longue période depuis 1937, c'est que la partie arabe a refusé un accord à 7 reprises. L'histoire enseigne au moins une chose, c'est de toujours prendre au sérieux les régimes qui ont une base idéologique apocalyptique. Et avec l'Iran, on est dans ce cas de figure. À l'intérieur de l'Iran, le Mossad était particulièrement bien implanté pour savoir que cette fois, c'était une menace sérieuse. Est-ce que vous pouvez nous parler du refus d'Israël à la création d'un État palestinien? Oui, c'est une idée qui a de plus en plus court aujourd'hui, mais elle fait partie de cette tentative de délégitimation générale d'Israël qui s'étend à tous les sujets. L'accusation de génocide, demain on entendra le fait que la guerre entre l'Iran n'était pas justifiée, que l'Iran n'avait pas de volonté belliqueuse et que le programme nucléaire ne menaçait personne et d'ailleurs qu'on n'était même pas sûr qu'il y avait un programme nucléaire qui irait jusqu'à la bombe. Donc on peut s'attendre à une entreprise négationniste de grande largeur dès qu'il s'agit de la délégitimation d'Israël. Mais ce qui est très intéressant, parce que j'ai vu il y a quelques jours, au mois de juin donc 2025, dans une grande librairie parisienne, un nouveau livre qui vient de sortir sur le conflit. Il y a pléthore de livres, c'est dire Mahmoud Darwish avait raison, c'est extraordinaire combien ce conflit attire. Alors que j'ai regardé dans une grande librairie, cette grande librairie que je ne citerai pas, j'ai regardé les livres par exemple qui venaient d'être publiés sur le Soudan, une tragédie absolue, des centaines de milliers de morts, 12 millions de déplacés, un risque de famine évident. Rien, pas un seul livre. Donc j'en reviens à ce livre, je vois un petit livre qui s'intitule « Pourquoi l'État d'Israël a toujours refusé l'État palestinien ». Que l'État d'Israël aujourd'hui refuse l'État palestinien, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais il s'est écoulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis 1948 et beaucoup de conflits, et entre autres le 7 octobre. Ce qu'on constate sur la longue période depuis 1937, c'est que la partie arabe a refusé un accord à 7 reprises. En 1937, les Britanniques, par le biais de la commission Peel, préconisent le partage de la Palestine en 2 États. La partie arabe dit non, d'emblée, dès le lendemain, le 4 juillet 1937. En 1939, les Britanniques, sentant la partie perdue, optent désormais pour le camp arabe et abandonnent leur promesse de la déclaration Balfour faite aux Juifs. Et ils promulguent le 3e livre blanc sur la Palestine, qui est favorable pratiquement sur toute la ligne aux thèses arabes, à savoir indépendance de l'État de la Palestine dans un délai de 10 ans, donc 1949, fin de l'immigration juive dans un délai de 5 ans, et encore une immigration limitée à 15 000 par an, et interdiction de vente de terres à des juifs sur 95% du territoire de la Palestine. On ne peut pas rêver un accord plus favorable pour la partie arabe. Et là, la partie arabe, à la surprise d'ailleurs de l'exécutif arabe, le moufti de Jérusalem, qui a la haute main sur l'exécutif arabe, qui est en exil à Beyrouth à ce moment-là, dit non. 2e non. En 1947, les Nations Unies préconisent le partage de la Palestine en 2 États. Et la partie arabe dit non, on connaît la suite, c'est la guerre. Et le 15 mai 1948, c'est-à-dire le lendemain du départ du dernier soldat britannique, c'est l'invasion par les contingents de plusieurs États arabes voisins ou non voisins, comme celui de l'Irak. Puis, je passe sur toutes ces années, des 40 années qui suivent, marquées par les accords d'Oslo, mort-né. Ce sont les années 2000 où, à la veille de la 2e intifada et pendant la 2e intifada, à 3 reprises, les Israéliens, par le biais des 2 premiers ministres, Ehud Barak puis Ehud Olmert, proposent un État palestinien à côté d'Israël. En 2000, puis en 2001 et en 2007. Ce qui est très intéressant, c'est que la proposition de 2001 d'Ehud Barak, qui je le rappelle est un ancien chef d'état-major, donc il connaît les questions de sécurité et qui appartient à ce moment-là au Parti travailliste, donc à la gauche, c'est sans doute la proposition la plus généreuse pour la partie palestinienne, puisqu'elle propose de restituer 95% de la Cisjordanie plus Gaza, d'une part, et une co-souveraineté sur Jérusalem, alors que jusque-là, les Israéliens s'y opposaient. C'est-à-dire que les Arabes palestiniens retrouveront une totale souveraineté sur Jérusalem-Est, dont ils pourront faire d'ailleurs leur capitale. Et même à cela, Yasser Arafat a dit non et l'intifada a continué. Donc il y a eu en fait 6 refus avec la Palestine proprement dite et un 7e refus, donc j'ai parlé, c'est le triple non de Khartoum. En 1967, après la guerre des 6 jours, la Ligue arabe réunie à Khartoum oppose un triple non à la paix, à la négociation et à la reconnaissance d'Israël. Pourquoi le pouvoir iranien, qui n'a aucune frontière avec Israël et qui est situé à plus de 1800 km de son territoire, veut-il sa destruction?
Pour le comprendre, il faut toujours en revenir au fait que le pouvoir actuellement en place à Téhéran a été issu de la prise du pouvoir par les islamistes, khomeïnistes, en février 1979 et qui a entraîné la chute du Shah. Ils n'étaient pas les seuls opposants au Shah, loin de là. Il y avait des démocrates, il y avait des communistes du Tudeh, il y avait une grande partie de la société iranienne. Mais les islamistes ont fait taire les uns et les autres, les ont réprimés. Le Tudeh a été purement et simplement éliminé, incarcéré, et ils ont pris le pouvoir. Et le chiisme iranien, c'est un mouvement de l'islam qui est animé par une vision eschatologique très importante. Et cette vision eschatologique, entre autres, en matière d'antijudaïsme, est beaucoup plus dure que tout le courant sunnite, que tout l'islam sunnite qui est l'islam majoritaire. Et en l'occurrence ici, l'idée que l'État d'Israël est une tumeur cancéreuse qu'il faut éradiquer. D'ailleurs, il n'utilise jamais le mot État d'Israël, il parle du régime sioniste en permanence. Donc ça n'existe pas pour eux. Et donc la première façon d'abord de tuer, c'est de dénommer, c'est de ne plus nommer. Donc il faut tenir compte du fait que c'est un régime qui est né de la vision eschatologique du chiisme, et cette vision eschatologique passe par l'éradication de cet intrus qu'est l'État d'Israël, à savoir que dans leur vision traditionnelle du monde, le juif reste un dhimmi, c'est-à-dire un être dominé, un être infériorisé, un être qui n'aurait jamais dû sortir de sa condition, et qu'un juif puisse aujourd'hui prétendre à la souveraineté nationale et politique, et puisse de surcroît édifier un État sur une terre considérée comme musulmane de toute éternité, et par surcroît infliger des défaites à des musulmans, c'est quelque chose d'inimaginable et d'impensable. Donc la vision eschatologique du régime en place aujourd'hui n'est pas qu'un prétexte, ce n'est pas seulement un habillage idéologique, c'est une réalité. On aurait tort de ne pas la prendre au sérieux, parce que c'est probablement à ça qu'on va assister aujourd'hui, maintenant que l'attaque israélienne a eu lieu, c'est de dire qu'ils ont eu tort de prendre les Iraniens au sérieux. En réalité, tout ça, c'était des rodomontades. Ils se sont servis de leurs rodomontades comme prétexte pour casser l'armée iranienne ou pour casser ce qu'ils appellent, eux, le danger iranien. Non, quand on est en présence d'un régime mu par une idéologie, il faut toujours prendre au pied de la lettre cette idéologie, parce qu'il faut toujours partir de l'idée que celui qui a décidé votre mort veut réellement votre mort, ce ne sont pas des mots de propagande. Il y a eu dans les années 37-39 en Europe, dans les politiques d'apaisement vis-à-vis d'Hitler, tout un courant européen, entre autres en France, mais pas seulement, en Angleterre avec Chamberlain et d'autres, qui tenaient à dire tout ça, tous les propos d'Hitler, Mein Kampf et autres, ce sont des rodomontades, cet homme au pouvoir va s'assagir, ne le croyez pas dans ses discours, ce sont des discours à usage interne, en réalité, il veut d'abord et avant tout une Allemagne prospère, il ne pense absolument pas au projet d'expansion dont il parle, et encore moins à la persécution des Juifs. Donc en fait, non seulement on ne croyait pas dans les années 37-39 dans certains milieux aux promesses de violence contre les Juifs, mais on était en fait très loin même de la réalité de ce qui allait survenir seulement 3 ans plus tard à Treblinka en 1942. Donc l'histoire enseigne au moins une chose, c'est de toujours prendre au sérieux les régimes qui ont une base idéologique apocalyptique. Et avec l'Iran, on est dans ce cas de figure. Pourquoi Israël a-t-il attaqué l'Iran le 13 juin dans la nuit ? Parce que les Israéliens savaient que, de sources sûres, tout simplement par l'AIEA, ils savaient que l'Iran, effectivement, était dans la dernière phase de la fabrication de l'arme. Certes, il n'avait pas encore miniaturisé, il n'avait pas encore mis au point tous les missiles capables de la porter, mais globalement, ils avaient réussi à peu près toutes les étapes. Ils étaient donc à 2 doigts, cette fois, d'avoir la bombe. Certes, on l'avait dit depuis des années, mais cette fois, c'est l'AIEA qui le disait, qui s'inquiétait des taux d'enrichissement d'uranium qui allaient passer de 60 à 90%, alors que pour l'énergie civile, il faut simplement un uranium enrichi à 4,5%. Bon, l'AIEA le disant, il pouvait parfaitement désormais le croire, sans compter qu'à l'intérieur de l'Iran, le Mossad était particulièrement bien implanté pour savoir que cette fois, c'était une menace sérieuse. Deuxième point, puisque les Israéliens, probablement ce qu'ils ont redouté, c'est qu'un accord soit conclu entre l'Iran et les États-Unis qui se fasse sur leur dos. C'est-à-dire un accord où globalement Trump, dans sa politique versatile et assez erratique, leur dirait « bon, globalement, vous n'enrichissez pas l'uranium à tant de pourcents », un nouvel accord de type 2015 qui, en fait, n'aurait pas démantelé
la machine nucléaire iranienne qui aurait continué en sourdine dans ces sites secrets, parce qu'il y a des sites secrets, à aller jusqu'à la bombe, précisément. Donc, les Israéliens ont peut-être eu peur d'un accord imminent qu'ils auraient laissé sur le carreau, c'est-à-dire en fait laissé seuls face à la menace de l'extermination.